On sait les critiques qui sont régulièrement formulées à l'encontre des ministères de la justice des pays d'Europe occidentale qui sont considérés comme étant théoriquement à la pointe de la démocratie. Souvent, et à juste titre, on entend que les droits de l'homme fondamentaux sont bafoués et on fait état, souvent, de l'inefficacité de la justice, on fait état de sa lenteur, des manques de moyens dont disposent les juges pour pouvoir traiter les affaires dont ils ont la charge. On dénonce également le manque de moyens sur le plan informatique et ne parlons pas de l'univers carcéral où les conditions de détention sont tout à fait inacceptables. Je renvoie en particulier aux deux pays que je connais le mieux, c'est-à-dire d'une part la Belgique et d'autre part la France. J'ai l'intention de m'attacher, dans le cadre de la conférence qui va suivre, à la justice de l'Ancien Régime, c'est-à-dire à celle qui est antérieure en 1789, et plus particulièrement à la justice seigneuriale en France, donc du XVIe au XVIIIe siècle. Il y a un lien, bien entendu, entre mon introduction et ce qui va suivre, car les reproches que l'on formule aujourd'hui à l'encontre des départements de justice, on les trouve déjà au XIXe siècle, au moment de la Révolution française, par rapport à ce qui existait auparavant. Et l'objectif de cet exposé est de montrer que, contrairement aux idées reçues, contrairement aux préjugés, cette justice d'Ancien Régime, et plus particulièrement la justice seigneuriale, ne fonctionnait pas si mal que ça, quoique ça puisse perturber les esprits chagrins qui auraient une vision progressiste de l'histoire, où l'on partirait d'une situation extrêmement mauvaise et où, avec le temps, les choses s'amélioreraient. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Quelques caractéristiques tout d'abord de cette justice d'Ancien Régime. Cette justice d'Ancien Régime est particulièrement complexe. En effet, on trouve des tribunaux qui dépendent directement de la monarchie, il y a des juridictions seigneuriales, il y a des juridictions municipales, communales, il y a enfin des tribunaux ecclésiastiques. Le nombre de ces juridictions se compte en plusieurs dizaines de milliers. Donc l'historien peut avoir quelques peines à établir, comme je vais le faire ici, mais sur base bien entendu de synthèses rédigées sur le sujet, à établir un tableau d'ensemble sur cette justice seigneuriale pendant 3 siècles. La justice seigneuriale, c'est quelque chose d'important, bien entendu, pour les seigneurs. La justice n'est pas seulement un outil de contrôle de la population, il n'a pas seulement une fonction de régulation entre ce qui est admis et ce qui n'est pas, entre ce qui est accepté et ce qui est punissable. La justice a également une fonction symbolique de prestige pour celui qui en est le détenteur. Tous les seigneurs ne possèdent pas ce droit de justice. En effet, dans le courant de l'époque moderne,
la royauté a progressivement grignoté, empiété sur les droits des seigneurs et à côté de ça, il y a un certain nombre de seigneurs qui ont renoncé à leurs droits en tant que seigneurs justiciers parce que la justice, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut être onéreuse pour celui qui la détient et n'est pas profitable obligatoirement. Dans l'exposé qui va suivre, je vais suivre un plan en 4 parties. Tout d'abord, je vais identifier les lieux où ces justices seigneuriales sont localisées. Dans un deuxième temps, je vais aborder évidemment ce qui est sans doute le cœur de mon exposé, c'est-à-dire les compétences de ces juridictions seigneuriales. Troisième point, il sera question du coût de cette justice seigneuriale que j'évoquais il y a quelques minutes, coût qui est lié à différents facteurs et en particulier le coût qu'occasionne plutôt la rémunération de ceux qui l'exercent, les officiers seigneuriaux et le personnel qui leur est adjoint afin d'exercer des fonctions de police sur le plan local. Et tout à fait logiquement, je terminerai cet exposé en listant, en reprenant les différents avantages et les inconvénients de cette justice seigneuriale sous l'Ancien Régime. Et on va voir que les conclusions, comme je l'annonçais d'ailleurs il y a quelques minutes en introduction, ne sont pas aussi désastreuses qu'on pourrait l'imaginer avec les représentations par définition mentale que l'on peut avoir lorsque l'on aborde un sujet de ce type. Je commence donc par la localisation de ces juridictions seigneuriales. Ici, je voudrais distinguer 2 points. Tout d'abord, les liens entre la féodalité et la justice seigneuriale, et ensuite les liens entre la royauté et la justice seigneuriale. Quand je dis les liens, il peut s'agir également d'éloignement entre ces différentes institutions. Je commence donc par les liens entre la féodalité, entre le fief, autrement dit, et la justice seigneuriale. Un fief est-il systématiquement porteur de la possibilité pour celui qui est le détenteur de ce fief d'exercer donc la justice sur ce fief. Deuxième question que je vais me poser, c'est celle qui concerne donc les liens, les empiètements que j'évoquais tout à l'heure aussi de la monarchie dite absolue, mais on utilise régulièrement aussi le terme de monarchie administrative, par exemple Pierre Goubert, et d'autre part la justice seigneuriale. Je commence donc par le premier point. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas systématiquement un lien entre le fief et d'autre part la justice seigneuriale? Évidemment, de la manière dont je pose la question, on comprendra bien sûr que la réponse sera négative. Il y a liaison entre fief et justice seigneuriale dans certaines régions du Royaume de France, par exemple en Poitou, dans la Marche et en Bretagne. Là, on peut dire que les justices seigneuriales sont nombreuses et sont attachées au fief. En revanche, dans la coutume de Paris,
qui couvrait un territoire assez vaste en France, il n'y a pas de liaison obligatoire. Donc, suivant la seigneurie dans laquelle vous vous trouvez, il y a ou pas liaison, autrement dit, le seigneur exerce ou pas la justice. Maintenant, en ce qui concerne la royauté, les liens entre royauté et justice seigneuriale. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que la royauté, dans le courant des temps modernes, donc du XVIe ou XVIIIe siècle, va avoir tendance à grignoter progressivement ses droits seigneuriaux en matière de justice, participant ainsi d'un mouvement de centralisation que Tocqueville a bien identifié au milieu du XIXe siècle dans son ouvrage « L'Ancien Régime et la Révolution ». Il a montré qu'en fait les Jacobins ne font que parfaire une œuvre qui était en cours depuis le XVIe siècle, voire plus haut, et que Louis XIV, au fond, est le modèle de la politique jacobine, justement, de centralisation, dans toutes les matières, sur le plan institutionnel en général et sur le plan judiciaire en particulier. La densité des justices seigneuriales est très variable suivant les régions. Dans certaines régions, ces justices seigneuriales sont peu nombreuses. Dans le cas, justement, où la monarchie, les tribunaux royaux se sont installés et où ils ont exercé des compétences rognant progressivement les compétences des justices seigneuriales. Dans d'autres régions, par exemple, c'est le cas de la Bretagne, les justices seigneuriales sont très nombreuses. Si l'on prend cette ancienne principauté, enfin cet ancien duché en particulier, souverain, je veux dire ancien duché souverain, il ne l'est plus à l'époque qui nous intéresse, depuis le début du XVIe siècle, on trouve régulièrement deux justices seigneuriales par paroisse. Vous imaginez, une paroisse, c'est la circonscription administrative de base sous l'Ancien Régime, qui correspond en gros à un village, et donc vous voyez qu'il peut se poser aussi des problèmes conflictuels entre des seigneurs qui exercent la justice en un même lieu, ou en tout cas dans un espace différent de la paroisse. La royauté, je viens vous le dire, va donc installer des tribunaux de plus en plus nombreux, et c'est ce qui explique que, à la fin de l'Ancien Régime, si ces justices seigneuriales restent extrêmement nombreuses, elles ont réduit en nombre par rapport à la Renaissance, par rapport au XVIe siècle. J'en arrive maintenant à la partie la plus importante de mon exposé, c'est-à-dire les compétences. Ici, il va être question de la nature des affaires et d'autre part des degrés de juridiction, et plutôt des compétences qui vont varier suivant la seigneurie dans laquelle on se trouve, en fonction justement des droits qu'un seigneur a pu conserver ou en fonction des droits qu'il a possédés dès le départ et qui pouvaient être moins importants d'une seigneurie à l'autre. Alors comment connaît-on justement les compétences, ou plus exactement le type
de seigneurie dans laquelle on se trouve, qui permet d'exercer ce que l'on appelle donc la basse justice, la moyenne justice et la haute justice. Grâce à des documents que l'on appelle les aveux et dénombrements, dans lesquels le seigneur qui détient un fief reconnaît la détention du bien qu'il possède donc, et c'est donc ces aveux qui nous permettent d'identifier justement un certain nombre de compétences. Ce sont donc des documents juridiques essentiels puisqu'ils sont le point de départ de recherches plus minutieuses. Alors je vous parlais de la diversité, de la nature des affaires. Il faut tout d'abord noter que ces affaires peuvent être multiples, diverses, mais qu'il y a quand même un certain nombre de restrictions. Quand je dis diversité, je veux dire par là que, suivant la nature du cas, un délit, un crime, par exemple, suivant le type de justiciable, un noble, un roturier, un ecclésiastique, quelqu'un qui est exempté dans un certain nombre de cas, et suivant la gravité des peines qui peuvent être infligées à la suite d'une décision judiciaire, il y a donc des tribunaux différents qui vont se charger de votre affaire. Je parlais de restrictions dans la mesure où la justice royale, dont il était déjà question à 2 ou 3 reprises, va restreindre les compétences des juridictions seigneuriales, locales, par la publication d'ordonnances dont la plus célèbre est l'ordonnance criminelle de 1670, donc sous le règne de Louis XIV, qui, je le rappelle, connaît son avènement en 1661, moment où il commence à gouverner seul, sans le parrainage, si je puis dire, de son principal ministre Mazarin, puisque le roi, en fait, était, comment dirais-je, régnait depuis 1643. Mais en tout cas, c'est à partir de 1661 qu'il va donc non seulement régner, mais également gouverner. Les affaires dépendent de telle ou telle juridiction en fonction de, je l'ai dit, de la nature du cas, des justiciables, de la gravité des peines, et ces juridictions ont une étendue différente en termes de compétences. En effet, certaines qui s'occupent de la basse justice s'occupent seulement de tout ce qui a trait à la justice foncière et n'ont donc que quelques audiences exceptionnelles, alors que d'autres juridictions, dont l'étendue des compétences est plus grande, s'occupent de la juridiction, de la justice contentieuse, tant au civil qu'au pénal, et ont donc des compétences qui sont pratiquement les mêmes que celles de tribunaux royaux, comme les bailliages et les sénéchaussées, suivant qu'on se trouve dans le nord ou dans le sud du royaume. Dès lors, dans ce type de juridiction seigneuriale, les audiences ne sont pas exceptionnelles, au contraire, elles sont régulières, on les appelle donc des audiences réglées, où il est prévu que 1 fois, 2 fois par semaine, le tribunal se réunit pour statuer, pour décider
des affaires qui lui sont soumises. Alors, j'ai déjà approché cette notion, ou ces notions plutôt, de basse, de moyenne et de haute justice. Il s'agit peut-être de préciser un petit peu maintenant les compétences dont disposent les tribunaux seigneuriaux, suivant que le seigneur dispose de la dite basse justice, de la dite moyenne justice ou de la dite haute justice. La basse justice s'occupe en fait des petits délits, c'est-à-dire ceux qui donnent lieu à une amende inférieure à 60 sols. La moyenne justice, elle, s'occupe non plus de petits délits, mais de délits plus importants et de crimes. Les amendes qui sont infligées aux justiciables qui perdent le procès, aux perdants, sont de minimum 75 sols. Il peut s'agir aussi de décisions de bannissement de la seigneurie et voire de punitions corporelles légères. Ces juridictions, ces seigneuries où le seigneur exerce donc la moyenne justice, comme vous le voyez, travaillent aussi bien au pénal qu'au civil. Qu'au civil, c'est ainsi que ces tribunaux ont en charge la nomination de tuteurs et de curateurs. Dans le cas de personnes incapables, qui ne disposent pas de moyens, qu'il s'agit de protéger. Donc vous voyez que l'étendue de ces compétences est assez large. Donc si vous commettez un crime, si vous, toujours au pénal, vous trompez un acheteur en utilisant de mauvais poids ou de mauvaises mesures, vous pouvez être condamné dans une justice seigneuriale où le seigneur dispose de la moyenne justice. Je viens de parler des poids et mesures. C'est un sujet essentiel, vous savez. En effet, il faut attendre la Révolution française pour qu'il y ait une unification des poids et des mesures. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de savoir comment, dirais-je, sur base de quelles mesures on va établir le prix d'un bien au moment de l'achat, bien de consommation ou autre. Jadis, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, depuis la Révolution française, on utilise des kilos pour le poids, on utilise des mètres pour la mesure, on utilise des litres pour tout ce qui est liquide. Jadis, ce n'était pas le cas. Il y avait autant de mesures et de poids qu'il y avait de régions, voire même de sous-régions. Si vous vous trouviez parfois à une distance de 30 km, eh bien, lorsque vous veniez de la campagne et que vous arriviez à la ville, il fallait utiliser d'autres poids, d'autres mesures que celles usitées, dont on avait l'usage dans votre village. Ça pouvait poser toute une série de problèmes. Voilà la raison pour laquelle j'insiste fortement sur cette diversité que l'on trouve partout, au fond, dans l'Ancien Régime. Parce que la Révolution française, ce n'est pas seulement l'égalité des droits, une harmonisation des statuts, le fait que, pensez à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc vous voyez, il y a une harmonisation, une unification, une égalité de tous devant la loi, mais ceci
concerne donc, au moment de la Révolution française, il va y avoir une immense révolution intellectuelle et pas seulement juridique. À ce moment-là, on va vraiment, grâce aux travaux des savants, qui avaient d'ailleurs précédé la Révolution française, dans tous les domaines, on va fixer un certain nombre de normes. Il faudra attendre par contre le XIXe siècle pour qu'il y ait en France la même heure partout, de telle manière que lorsqu'un train, au moment de la révolution industrielle, à partir de la révolution industrielle, partait de Marseille, il n'y ait pas évidemment de couac, si je puis dire, au moment de l'arrivée. Il a fallu mettre toutes les horloges à la même heure. Cette révolution, d'ailleurs, du temps remonte au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle, comme plusieurs historiens ont pu le montrer. Je reviens maintenant à mon sujet, c'est-à-dire les compétences, les degrés des justices seigneuriales sous l'Ancien Régime. Je vous ai parlé de la basse justice, je vous ai parlé de la moyenne justice, il me reste bien entendu à parler de la haute justice. En fait, un seigneur haut justicier, c'est un seigneur qui peut, dans le cadre de son tribunal, traiter de toutes les affaires de sa seigneurie. Autrement dit, il possède, je dirais presque les droits régaliens. Donc, ce sont ces seigneuries-là qui vont être visées, évidemment, par le pouvoir, mais il y a donc un grand nombre de seigneurs hauts justiciers qui sont qui sont en fait des juges, pas des juges suprêmes, parce qu'il a toujours la possibilité d'aller en appel, bien entendu, et de monter dans les hiérarchies des tribunaux royaux, mais en tout cas qui peuvent statuer sur des matières relevant de toutes les compétences possibles. Je vous avais dit dans mon introduction que, après avoir abordé la question de la localisation de ces juridictions, j'allais aborder la question des compétences, ce que je viens de faire maintenant, et puis, bien sûr, se pose le problème du coût de ces tribunaux et de la justice seigneuriale. Par là même, je vais aborder aussi la question du personnel. Alors, qui rend la justice? Qui va exécuter les décisions prises par la justice et qui va maintenir l'ordre, puisque tout cela est lié? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le seigneur qui exerce en personne la justice, sauf dans de très rares cas, le cas des plaies par exemple. Mais pour le reste, la justice est exercée par un personnel spécialisé qui est nommé par le seigneur, ce qui n'est pas rien, bien entendu. Alors, quels sont les membres de ce personnel? On peut distinguer deux catégories. D'une part, les officiers seigneuriaux, c'est-à-dire les juges, les procureurs, les greffiers, donc ces juges qui ont une fonction dans le cadre de la moyenne, voire de la haute justice, et surtout de la haute justice, qui peut avoir des fonctions qui sont tout à fait celles d'un bailli ou d'un sénéchal. Hein, à côté de ces officiers seigneuriaux qui sont nommés par le seigneur et qu'il va falloir rémunérer, c'est pour ça que je les inclus dans le chapitre sur les coûts, il y a un personnel auxiliaire qui n'est pas chargé de rendre la justice, mais d'assurer plutôt des missions liées au maintien de l'ordre, des missions plutôt de police. Je pense aux sergents de police et d'autre part aux huissiers qui ont la même fonction qu'aujourd'hui. Ils sont eux aussi nommés donc
comme les officiers seigneuriaux par le seigneur. Alors, combien coûte justement la justice, les justices seigneuriales? Il y a tout d'abord le coût du personnel que je viens d'évoquer. Il y a ensuite le coût dans l'entretien d'un tribunal. C'est comme ça que de nombreux seigneurs ne disposent pas d'un bâtiment où la justice peut être rendue, un bâtiment spécialisé, et doivent se contenter d'une salle de plateau, voire d'un cabaret. Il en était encore question à la veille de la Révolution française. Et enfin, troisième, comment dirais-je, secteur, troisième domaine, troisième, je ne trouve pas le terme, troisième, oui, chapitre dans le budget de la justice seigneuriale, c'est l'entretien d'une prison. Ça n'a l'air de rien, mais une prison, ça coûte. Ça coûte pour plusieurs raisons. Et la solution qui est utilisée par la plupart des seigneurs qui n'en ont pas les moyens, c'est soit d'affermer la prison, mais vous vous rendez bien compte, affermer ça veut dire privatiser la prison, hein, c'est bien ça, puisque un particulier va, comment dirais-je, s'occuper, dans le cadre d'un bail à ferme, du bâtiment, il aura son personnel privé également, et pensez bien que dans le cadre d'un bail à ferme, le fermier, puisque c'est le terme qui s'impose ici, le fermier va grappiller le plus possible sur le coût de la détention des prisonniers, et en plus, ces prisons sont peu sûres. Donc, question sécurité, ce n'est vraiment pas l'idéal. Il y a aussi la possibilité, et beaucoup de seigneurs y recourent aussi dans le royaume de France, il y a aussi la possibilité de recourir à la prison du suzerain dont on dépend. Mais bien entendu, ça ne se fait pas gratuitement. Il faut verser évidemment de l'argent pour pouvoir bénéficier, enfin profiter d'un certain nombre de cellules. Rien n'est gratuit, bien sûr. J'en arrive maintenant au bilan. Au bilan, puisque dans mon introduction, je posais une problématique, comme j'ai l'habitude de le faire dans la plupart de mes cours. La justice seigneuriale sous l'Ancien Régime est-elle efficace? Est-elle particulièrement coûteuse? Les procès sont-ils longs ou pas? Le seigneur est-il ou non partial lorsqu'il juge ceux qui vivent dans sa seigneurie? Ben, c'est ça tout le problème. Ce sont toutes ces questions que je vais évoquer maintenant. Alors, pour le seigneur lui-même, il est clair que avoir un tribunal, rendre la justice, même la basse justice, lui donne un certain prestige. Il n'est pas un homme comme les autres. Il dispose d'un pouvoir incontestable et socialement, ben, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un que l'on va donc respecter. Mais, j'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, ce prestige se paye parfois très cher. Il y a un certain nombre de seigneurs ne peuvent plus vivre au-dessus de leurs moyens, la justice n'est pas rémunératrice dans un certain nombre de cas, et le seigneur n'a aucun intérêt à se ruiner pour assurer la justice. Ça, c'est le point de vue du seigneur. Maintenant, le point de vue des justiciables.
Est-ce que cette justice seigneuriale, sous l'Ancien Régime, du XVIe au XVIIIe siècle, en France, cette justice est-elle efficace? Longtemps, on a pensé que non. Et puis des travaux récents, des monographies, des thèses de doctorat, qui ont donc basé sur des sources primaires, des archives, comme toujours pour les historiens, ont essayé de creuser ce sujet et ont montré que finalement les justices seigneuriales étaient beaucoup plus efficaces qu'on imaginait et qu'il n'était pas prouvé du tout, bien au contraire, que la justice royale, elle, donnait des résultats plus patents. Ça, c'est la première chose, la question de l'efficacité. La question de la longueur des procès, il apparaît que, à part certains procès, la justice royale n'était pas spécialement expéditive. Ensuite, mais il n'en demeure pas moins que pour certaines matières, les justices seigneuriales ne disposaient pas d'un personnel de juristes aussi compétent, bien sûr, que dans les tribunaux royaux, et par conséquent, cela amenait des longueurs, cela amenait évidemment des appels, et on devait rejuger, bien sûr, à un niveau supérieur, c'est-à-dire dans le cadre de tribunaux royaux. En ce qui concerne le coût, alors effectivement, cette justice seigneuriale n'est pas gratuite. Mais on a calculé que, grosso modo, eh bien, la justice royale, elle coûte aussi, finalement. Elle n'est pas gratuite, hein. Elle n'est pas gratuite. Et lorsque vous alliez dans un bailliage, dans une sénéchaussée, c'est-à-dire le premier degré de la hiérarchie des tribunaux royaux, au-dessus vous avez les présidiaux, depuis le milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire depuis Henri II, et puis alors vous avez les cours souveraines, autrement dit les parlements. Donc les parlements en France sous l'Ancien Régime, ce sont donc des cours souveraines et cours supérieures de justice. Hein. Rien à voir avec ce qu'on appelle le Parlement en Grande-Bretagne à la même époque. Hein. Donc la justice royale coûte souvent très cher. Alors, à côté de l'efficacité, à côté du coût, il y a évidemment la question de la partialité. Il est évident que dans toutes les matières qui mettent le seigneur dans une situation d'être juge et partie, j'allais dire, vous étiez mal barré. Parce qu'effectivement, le seigneur a pour objectif prioritaire le respect de ses droits en tant que propriétaire foncier et de toute une série d'autres droits qui sont dus par les paysans dans le cadre de la seigneurie. Maintenant, en ce qui concerne toute une série d'affaires civiles et criminelles qui ne relèvent pas du tout, comment dirais-je, qui ne mettent pas en cause les intérêts du seigneur sur le plan financier essentiellement, là, le seigneur n'a pas à être parti, et on a, en tout cas je vous dis, le résultat des recherches de spécialistes d'histoire du droit, et surtout des gens qui travaillent sur des actes de la pratique, hein, je ne parle pas d'historiens du droit, juristes qui travaillent surtout sur des textes normatifs, ici je vous parle vraiment des archives, eh bien il apparaît que la justice seigneuriale a une certaine efficacité qu'il ne faudrait pas nier. Par conséquent, en conclusion, on peut dire que les justices seigneuriales possèdent un fonctionnement qui est très proche de la justice royale. Ça, c'est la première conclusion que l'on peut tirer. Ensuite, la seconde, c'est que quand on lit les textes, on observe que le plus souvent, la justice est rendue jusqu'à la Révolution française à la satisfaction générale des habitants
du royaume et donc plus particulièrement ici des campagnes. Donc ce n'est pas là que se situe le point de frottement qui a déclenché la Révolution française. Donc il faut se départir des préjugés, il faut lire les travaux scientifiques parfois peu diffusés d'un certain nombre de chercheurs, il faut donc se tenir au courant de la recherche telle qu'elle évolue, en tout cas depuis maintenant 25-30 ans dans ce domaine-là, et qu'il y a donc des idées qui doivent partir de la tête. Souvent, dans les manuels, les choses sont résumées d'une manière telle que l'on réduit les explications à des caricatures qui restent, hélas, toute la vie dans la tête des élèves qui ont suivi l'enseignement d'un professeur sans doute très dévoué, mais qui n'a pas le temps, bien sûr, de lire toutes les publications qui paraissent, parce que voilà, un professeur d'enseignement secondaire est par définition un généraliste, il doit enseigner des matières qui vont de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et s'il est spécialisé dans certaines classes de l'enseignement secondaire, il doit effectivement, comment dirais-je, enseigner des périodes qui sont quand même très longues, et je ne parle même pas de la diversité géographique de ses leçons. Voilà. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'essaye de me poser un petit peu en médiateur entre d'une part des travaux universitaires et d'autre part mes collègues de l'enseignement secondaire qui ont souvent des difficultés pour s'informer, essentiellement pour des questions de temps. Parce qu'ils ont fait quand même des études qui leur permettent de pouvoir comprendre tout ce qui est écrit dans ces revues spécialisées ou dans ces thèses, mais on sait bien que ce n'est pas possible vu les charges des enseignants aujourd'hui. Je vous montre quelques livres qui vous permettront d'approfondir le sujet. Il y en a un que je n'ai pas sous la main, c'est un, comment s'appelle cet auteur oui, c'est un ouvrage publié aux éditions Offris. Je vais peut-être le retrouver ici dedans, si je cherche un petit peu, qui s'intitule « La justice en France du XVIe au XVIIIe siècle ». Alors, je regarde. Je vais peut-être tomber dessus. Oui, voilà, c'est Benoît Garnaud. Donc, Justice et société en France au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, chez Offris en 2000. Quelques ouvrages donc généraux. Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, de Vincent Milliot, chez Nathan, dans la collection 128. Alors, un ouvrage tout à fait essentiel, Le village sous l'Ancien Régime, c'est un ouvrage d'Antoine Follin qui fait 600 pages, publié chez Fayard. Alors, c'est une synthèse, mais une synthèse vraiment très, très approfondie, faite à partir de sources, de tous les travaux qui existent sur le sujet. Donc, il y a des références constantes aux archives. Donc, c'est un travail vraiment auquel il faut se référer lorsque l'on étudie donc, les villages, les paroisses, les seigneuries sous l'Ancien Régime. Alors ici, il y a quelques pages qui sont intéressante sur la justice seigneuriale dans l'ouvrage de Jean-Pierre Guton, La sociabilité villageoise dans l'ancienne France, chez Hachette. Et alors encore un autre livre d'un grand maître, Pierre Goubert, décédé aujourd'hui, Les paysans français au XVIIe siècle, dans la vie quotidienne chez Hachette, qui consacre donc quelques pages aussi, mais dans un ouvrage tout à fait magistral sur donc la vie
dans les campagnes au siècle de Louis XIV. Alors maintenant, les dictionnaires, bien sûr, dictionnaire des institutions de la France du XVIIe au XVIIIe siècle, chez Picard. Il s'agit d'une réédition d'un ouvrage publié dans les années 1920. Alors, chez Armand Collin, dans la collection U, Lexique historique de la France d'Ancien Régime, par Viard et Cabourdin. Alors, sous la direction de Lucien Belli, qui enseigne à la Sorbonne, aux presses universitaires de France, ça a été réédité dans la collection d'Icopoche chez Quadrige. Alors là, c'est un fort ouvrage qui fait près de 1400 pages, vous imaginez, en tout petit caractère. Donc, dictionnaire de l'Ancien Régime, très utile, bien sûr, lorsque l'on cherche à identifier, entre autres choses, une institution de l'Ancien Régime en France. Donc toujours du XVIe au XVIIIe. Et enfin, pour terminer, le dictionnaire historique de la France moderne chez Belin. J'ai dit